Partie théorique. Le grand mystère du tétragramme ou le Yod-He-Yod-He. Ce qui est en bas est reflété à ce qui est en haut. Hermès Trismégiste. Extrait du Corpus Hermeticum. Grand 1. Les éléments. Toute la création, le macrocosme comme le microcosme, le grand univers et le petit univers, est le produit de l'action des éléments. C'est pourquoi, dès le début de l'initiation, je traiterai de ces forces et considérerai surtout leurs profondes et multiples significations. Jusqu'à présent, la littérature occulte en a peu fait état. Aussi vais-je aborder ce domaine mystérieux et lever le voile qui a été jeté sur ces lois. Il est difficile d'enseigner ceci à un non-initié, pour que celui-ci non seulement sache ce que sont les éléments et quelle est leur activité respective, mais aussi qu'il puisse ultérieurement les utiliser. Tout l'univers est semblable au rouage d'une horloge dont les parties sont interdépendantes. Même la notion de divinité, cette dernière étant conçue comme un être sublime, implique une vision fragmentée de ce qu'elle est en réalité. Elle recèle plusieurs aspects, lesquels sont ceux des éléments. Je m'étendrai plus longuement sur ce sujet dans le chapitre consacré au concept de Dieu. Dans les plus anciens écrits de l'Orient, les éléments sont appelés tatwas. La littérature européenne ne tient compte d'eux que pour attirer l'attention sur leurs effets bénéfiques et mettre en garde contre leurs influences maléfiques, car des actes précis peuvent être entrepris ou omis sous l'influence des tatwas. On ne saurait douter de l'exactitude de ce fait, mais tout ce qui a été publié à ce jour ne mentionne qu'un aspect peu significatif de leur pouvoir. Les explications relatives à une meilleure compréhension peuvent être trouvées dans des livres traitant d'astrologie, où ils sont assez bien décrits. En ce qui me concerne, cependant, je pénétrerai plus exhaustivement le mystère des éléments, et je choisirai de livrer une autre clé qui est, il est vrai, analogue à celle que divulgue l'astrologie, sans avoir toutefois aucun rapport avec cette dernière. De cette clé, inconnue jusqu'à présent du lecteur, j'enseignerai les multiples procédés d'utilisation. Dans les paragraphes suivants, je traiterai de façon plus détaillée des analogies et de l'action des éléments. Non seulement je dévoilerai leur signification théorique, mais j'enseignerai aussi leur usage pratique, car c'est justement en celui-ci que réside le plus grand arcane. Le plus ancien livre de sagesse, le Tarot, renferme la grande science secrète des éléments, dont la connaissance et la maîtrise sont représentées par le premier arcane, le battleur ou mage. Sur cette première lame, le glaive symbolise le feu, le bâton l'air, la coupe l'eau et le denier la terre. On voit donc que dès les mystères antiques, le battleur fut choisi comme symbole de la première lame et que par conséquent la maîtrise des éléments fut considérée comme la première épreuve initiatique. En l'honneur de cette tradition, je consacrerai aux éléments la plus grande attention, car, ainsi que nous le verrons par la suite, ce savoir est le moyen universel permettant la résolution de tous les problèmes. Voici la classification des éléments, ou tatwas, selon la tradition hindoue. Akasha égale éther. Tejas égale feu. Apas égale eau. Prithvi égale terre. Waju égale air. Concernant l'éther, les textes hermétiques occidentaux, suivant les textes grecs, ont longtemps nommé éther ou aether, ce que l'Orient appelle akasha. Cependant, depuis plus d'un siècle, il est d'usage d'attribuer au mot akasha le sens de substance divine primordiale, esprit unique, source de toute la création, alors que le mot éther désigne à présent un plan subtil et indivisible, certes,
mais très dense, en comparaison des autres plans plus élevés. Il s'agit d'un plan de nature quasi-physique, le plan le plus proche de la matière physique. Il est vrai que le plan éthérique est issu comme tous les plans de l'Akasha, source divine. Toutefois, visant la pratique et donc le développement réel des lecteurs, je ne m'attarde pas à expliciter tous les plans subtils, avec leurs nuances respectives, les sous-plans, etc., afin de ne pas emprisonner la science hermétique dans une appréhension essentiellement intellectuelle. C'est pourquoi j'utilise le mot Akasha ou éther, en lui donnant plusieurs sens selon le contexte. Plan éthérique prématériel, ou bien ensemble de tous les plans subtils, ou encore source divine infinie. Aspect qui est, du point de vue vibratoire, infiniment, inconcevablement plus élevé que le plan éthérique quasi-physique. Parenthèse faite, je répète la classification des éléments selon la tradition hindoue. Akasha égale éther, Tejas égale feu, Apas égale eau, Prithvi égale terre, Waju égale air. Selon cet enseignement, les 4 tatwas les plus denses sont issus du 5e tatwa, l'Akasha. Celui-ci est, par conséquent, le principe primordial, et nous devons le considérer comme la 5e force ou quintessence. J'expliciterai dans un paragraphe entier ce qu'est l'Akasha, l'élément le plus subtil. Les propriétés spécifiques de chaque élément, des plans les plus élevés à la matière dense, seront également précisées dans les paragraphes suivants. Dès maintenant, le lecteur peut donc comprendre qu'analyser un si grand mystère de la création n'est pas une tâche aisée, pas plus que de le décrire d'une façon telle que chacun puisse appréhender ce sujet et s'en faire une image claire. Outre la théorie, j'indiquerai la valeur pratique des éléments, afin que l'érudit, qu'il soit chimiste, médecin, magnétiseur, occultiste, mage, mystique, kabbaliste, yogi, etc., etc., puisse en faire usage. Le but de ce livre sera atteint si le lecteur parvient grâce à cet enseignement à pénétrer ce sujet de manière à pouvoir l'appliquer dans son domaine d'élection. Petit 1, le feu. Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, dans l'Akasha, ou source divine primordiale, gît l'origine des éléments. Le feu, Tejas selon les orientaux, est né de cette source et est considéré comme étant le premier des éléments. À l'instar de tout ceci, il ne se manifeste pas seulement sur le plan matériel, mais dans tout ce qui fut créé. Les propriétés fondamentales du feu sont la chaleur et l'expansion. C'est pourquoi, au commencement de la création, le feu et la lumière vinrent à l'existence, et qu'il est écrit dans la Bible « Fiat lux », que la lumière soit. Le feu est donc à l'évidence l'origine de la lumière. Chaque élément recèle 2 polarités, l'une de nature active et l'autre de nature passive. Il en est par conséquent ainsi du feu. La polarité positive est toujours constructive, créatrice et productive. La polarité négative est, au contraire, déstructurante et destructrice. Il faut donc perpétuellement tenir compte de ces 2 propriétés fondamentales. Les religions ont généralement attribué à la polarité positive le bien et à la polarité négative le mal. En vérité, le bien et le mal tels que les humains les conçoivent n'existent pas. Dans l'univers, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises choses, car tout a été créé selon des lois immuables. En celles-ci se reflète la volonté divine, et c'est seulement en les connaissant que nous pouvons nous approcher de Dieu. Ainsi qu'il a été déjà dit, le feu a la propriété d'être expansif, et cette expansion se manifeste par le fluide électrique. Par cette expression, nous n'entendons pas seulement l'électricité matérielle, bien que, comme nous le verrons plus loin, celle-ci soit d'une nature analogue. Le feu est actif et latent dans tout ce qui fut créé. Il habite donc tout l'univers, aussi bien le plus petit grain de sable que l'immensité visible mais éloignée. Il réside enfin
dans ce qui est invisible pour nous. Petit 2. L'eau. Nous venons de considérer l'origine et les propriétés de l'élément actif, le feu. Dans ce paragraphe, je décris son contraire, l'eau. Comme le feu, l'eau provient de l'akasha, source divine primordiale. Mais par rapport à lui, elle a des propriétés absolument opposées, le froid et la contraction. L'eau recèle également deux polarités, l'une positive, constructive, vivifiante et nourricière, l'autre négative, dissolvante, décomposante et fermentante. Puisque la contraction est la propriété fondamentale de l'eau, de cette dernière est issu le fluide magnétique. L'eau, à l'instar du feu, réside dans tout l'univers, et selon la loi de la création, l'un ne pourrait subsister sans l'autre, son contraire. Ces deux éléments, le feu et l'eau, sont les énergies fondamentales créatrices de toute chose. Par conséquent, dans tous les cas qui se présentent à nous, nous devons toujours considérer ces deux éléments et leurs manifestations respectives, le fluide électrique et le fluide magnétique, ainsi que leurs polarités internes et opposées. Petit 3. L'air. L'élément suivant est l'air, qui est également issu de l'akasha, source divine primordiale. Certains initiés ne le considèrent pas comme un véritable élément, mais lui attribuent plutôt une place médiatrice entre le feu et l'eau. Ainsi, l'air établit-il un lien de polarité neutre, équilibrant l'action expansive du feu et l'action contractante de l'eau. Par le jeu réciproque des deux polarités inhérentes à chacun des deux éléments fondamentaux, le feu et l'eau, toute la vie créée est devenue mouvement. Dans ce rôle médiateur, l'air a reçu du feu la chaleur et de l'eau l'humidité. La vie serait donc impensable sans l'existence de ces deux propriétés. Celles-ci constituent les deux polarités de l'air. La chaleur est génératrice de vie, l'humidité porte à terme la destruction. Il est nécessaire de préciser à nouveau qu'il ne s'agit pas, quant aux éléments que nous étudions ici, du feu, de l'eau et de l'air habituels. Ceux-ci ne constituent chacun qu'un aspect de l'élément tel que ce dernier se manifeste sur le plan de la matière grossière. Nous traitons donc exclusivement des propriétés universelles des éléments. Petit 4. La Terre. Nous avons dit que l'air n'est pas véritablement un élément, mais cette affirmation vaut aussi pour la Terre. Cela signifie donc que celle-ci, le dernier des éléments, est le produit de l'action réciproque des trois précédents. Sa propriété spécifique est de permettre la manifestation des trois autres en leur donnant une forme concrète. Cependant, du fait de cette forme, ceux-ci sont limités dans leur action et ainsi, l'espace, la mesure, le poids et le temps vinrent à l'existence. L'action réciproque des trois premiers éléments, jointe à celle de la Terre, est devenue quadripolaire. Aussi, l'élément Terre peut-il être considéré comme un aimant quadripolaire. L'élément physique que nous connaissons est un corps ferromagnétique possédant un champ magnétique propre et deux pôles appelés conventionnellement nord et sud selon leur orientation dans le champ magnétique terrestre. Il ne correspond donc pas exactement à ce que j'appelle aimant quadripolaire. Le fluide, en ce qui concerne la Terre, est en conséquence électromagnétique. Et parce qu'en cette dernière, les trois autres éléments sont en activité, toute la création peut être appréhendée. Par la réalisation dans l'élémentaire, le fiat s'est concrétisé. Que cela soit. Le lecteur trouvera plus avant dans ce livre des explications détaillées quant aux actions spécifiques des éléments dans les sphères et les règnes, tels le règne animal, végétal, etc. L'essentiel est d'avoir un aperçu général de leur activité dans tout l'univers.